Bonjour. Suite de notre série d'introduction à la chimie quantique, où nous allons aujourd'hui traiter de l'électron dans une boîte de potentiel. Après avoir développé à la vidéo précédente l'équation de Schrödinger, qu'est-ce que c'est, comment ça s'écrit, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur, et un peu ce formalisme mathématique, replacer en fait l'équation de Schrödinger dans son contexte historique et terminer avec Dirac qui nous a dit que oula, c'est parfait, mais en chimie ça va être compliqué. Nous allons commencer donc doucement avec une résolution possible de l'équation de Schrödinger, un électron tout seul dans une boîte. Donc là, si on imagine, hop là, un trait, et on va dire que l'électron, il est dans ce segment-là, il ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche l'équation de Schrödinger? Et donc, l'intérêt de ce système-là, c'est d'arriver à... Et c'est quoi donc une solution quantique? Qu'est-ce que c'est que de la mécanique quantique pour ce genre de système-là? C'est parti, on passe sur la version de diaporama, qui est quand même plus explicite. Donc là, la mécanique quantique est la seule qui peut expliquer l'atome et la molécule. Donc là, on va juste même parler du caractère ondulatoire de l'électron. Et on va parler donc concrètement des systèmes à un électron. On est donc au début du chapitre 3. Et on va traiter trois systèmes à un seul électron. Le puits infini, celui d'aujourd'hui. L'électron perdu dans son segment, qu'est-ce qui lui arrive? On va faire la prochaine vidéo, ce sera un TD où on parlera de l'électron dans une boîte 2D et 3D. C'est plus de la visualisation en fait qu'un traitement mathématique. Ça nous permettra de bien ancrer les notions de fonction d'onde, de valeur propre. Une fois que ça c'est acquis, je vais vous présenter les travaux de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène. On n'ira pas sur le développement mathématique de l'atome d'hydrogène, ce sera beaucoup trop compliqué, mais par contre, je vous présenterai les solutions. Et on retombera donc sur les orbitales atomiques, qui sont vraiment une notion clé de la chimie quantique. Et à partir de là, on va traiter après H2+, qui est une molécule à un seul électron, et ça tient. Comment ça marche alors cette liaison entre les deux hydrogènes? Et on va définir après des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques, des orbitales moléculaires. Alors, l'hamiltonien, c'est quoi? La vidéo précédente développait l'idée qu'une équation aux valeurs propres, c'était un opérateur qui agit sur une fonction propre, qui donne de nouveau cette fonction propre multipliée par une valeur propre. Et je vous ai dit que l'opérateur que nous allons utiliser, c'est l'opérateur d'Hamilton ou l'hamiltonien. En fait, c'est comme en physique classique. C'est-à-dire que l'hamiltonien contient toute la physique, tout ce qui peut se passer pour le système. On va considérer deux possibilités pour les énergies de notre système. On va avoir une énergie qui va être d'origine cinétique, une énergie dynamique, notre électron est en mouvement, et son énergie va dépendre de la masse et de la vitesse. Et on va avoir une énergie qui vient de ces interactions. Qu'est-ce qu'il ressent? De manière générale, en physique, on va avoir 4 types d'énergie potentielle. Des interactions gravitationnelles, à base d'interactions électrostatiques, à base d'interactions nucléaires faibles ou fortes. Pour la chimie, on en oublie 3 sur les 4. C'est-à-dire que l'électron est beaucoup trop léger pour pouvoir, en fait, pour que l'on prenne en compte l'interaction gravitationnelle. Elle est totalement négligeable. Et par contre, il est trop loin pour qu'il y ait une interaction nucléaire en fait avec le noyau. Donc les interactions nucléaires, c'est plutôt la physique quantique à l'intérieur des noyaux. Et comme nous, en fait, on va considérer le noyau et on va s'intéresser plutôt à la physique de l'électron, lui, ce qu'il ressent, c'est de l'électrostatique avec les protons et de l'électrostatique entre électrons. On aura donc ici uniquement une partie cinétique et une partie électrostatique. Considérons un premier système où on va simplifier tout ça. C'est-à-dire qu'on ne considère pas un vrai atome, on considère un électron qui est perdu, d'accord, sur un segment. Donc imaginons
si vous voyez donc sur l'écran, la bande blanche au-dessus, et on imagine que notre électron, il est sur cette bande-là. Il ne peut pas dépasser à gauche, il ne peut pas dépasser à droite, parce qu'en fait, il ressent un potentiel infini. Donc ça, c'est une expérience fictive. Souvent, ce que je fais, moi, quand je suis en classe, c'est que je vais contre les murs. C'est-à-dire que je me déplace uniquement en ligne droite, et au bout d'un moment, je tombe sur un mur, à gauche, à droite. Et ce mur, c'est le potentiel. C'est quelque chose qui empêche l'électron d'aller dans cette partie-là. Donc si on considère en fait un segment selon x entre 0 et a, notre électron il est libre entre 0 et a, il ne ressent aucune interaction, donc on commence simple, c'est-à-dire que la partie potentielle elle est soit nulle soit infinie. D'où l'équation de Schrödinger H s'écrit une partie cinétique, kinetics, et on utilise le T pour noter la partie cinétique. Donc c'est l'opérateur cinétique, plus ici les scalaires, on va dire, ou en tout cas le potentiel, qui n'est plus pas une fonction. Et donc là, c'est quelque chose qui multiplie notre fonction d'onde, et ça donne l'énergie. À savoir, et on le réutilisera de temps en temps, et c'est important après pour ceux qui vont travailler correctement les exercices d'application, il vous faut connaître l'écriture de l'opérateur cinétique pour un électron. Ça s'écrit moins h bar carré. Alors h bar, c'est h sur 2pi. Donc là, en fait, c'est moins h carré sur 4pi fois 2m. Pour simplifier, pour ne pas se traîner le pi, en fait, on utilise directement moins h bar, la constante de Planck réduite, carré, divisé sur 2m, et dérivée seconde. Donc on reviendra là-dessus. Là ici, c'est la dérivée seconde. Quand on est sur un repère x, y, z, ça veut dire d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 plus d2 sur dz2. En coordonnées sphériques, ce sera un peu plus compliqué. J'y reviendrai quand on traitera l'atome d'hydrogène. Donc là, ici, on a moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde, donc là j'aurais pu faire des d droits, il ne s'agit plus de dérivée partielle. Dérivée seconde de notre fonction d'onde selon la coordonnée x, plus le potentiel. Et le potentiel, est soit 0 entre 0 et a, inclus, soit l'infini en dehors. Alors, je vais dérouler la résolution mathématique, mais je vais l'exprimer, elle est écrite pour des personnes qui n'ont pas forcément un grand bagage en mathématiques. Donc des fois, je prends quelques libertés sur des notations, ou voilà, malgré mon nom, Cauchy, ici, le but c'est pas tant de faire des maths, c'est plus que en faisant le développement mathématique, je voudrais vous démontrer les étapes importantes et surtout leurs conséquences sur la réponse finale. On va travailler sur la boîte de potentiel parce qu'on peut la faire, c'est-à-dire que le niveau mathématique est facile. À partir de là, dès que l'on va travailler sur l'hydrogène, ce sera soit trop long, soit trop compliqué. Donc là ici, sur les domaines à l'infini, en fait, là c'est mal écrit, je travaille sur un incommensurable, on ne devrait pas écrire des choses comme ça. Mais grosso modo, comme le potentiel est infini, on a l'infini, et qui est égal à E psi, et donc soit l'énergie est elle-même infinie, et c'est pas possible, soit en fait la fonction est nulle. Donc là, ces lignes-là, c'est juste pour vous dire que mathématiquement, si ton potentiel est infini, ta fonction, elle est nulle. Alors, au passage, pour ceux qui vont faire de la physique quantique et qui vont par exemple traiter l'effet tunnel, en mécanique quantique, on peut en fait traverser des barrières fines de potentiel infini si l'épaisseur est faible, et dans ce cas-là, l'électron peut se retrouver en partie de l'autre côté. Mais c'est une condition un peu particulière, c'est un effet tunnel qui existe au passage, expérimentalement ça a été démontré. Mais là ici, comme nous on a juste un segment et tout le reste c'est infini, on n'a pas d'effet tunnel. Donc quand le potentiel
est infini, notre fonction d'onde, elle est nulle. Et le domaine qui nous intéresse, c'est là où il n'y a pas de potentiel. L'électron est libre. Dans ce cas-là, V disparaît et on a uniquement moins h bar carré sur 2m dérivée seconde selon x de psi de x qui est égal à E psi de x. On va tout réécrire du même côté. Donc on va passer tout d'un côté. Donc là, ce qui est négatif, on va passer de l'autre côté. Et on va après s'assurer que le terme qui est en D2 sur dx2 soit tout seul. Et on va diviser après par ce qu'il faut pour tout remettre de ce côté-là. En fait, c'est la notation que l'on emploie pour représenter une équation différentielle linéaire et homogène du deuxième ordre. Une équation différentielle, c'est une équation où, dans la même équation, on a des ordres différents de dérivées de la fonction. C'est-à-dire que là, on a une fonction et elle est en combinaison avec une dérivée première, seconde, troisième, etc. On va parler du deuxième ordre parce que là, on a une dérivée seconde. Elle est linéaire, notamment parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ordres. C'est-à-dire qu'on n'a pas une dérivée première multipliée par une dérivée seconde, etc. Et donc, l'équation de Schrödinger pour cette expérience-là, c'est une équation différentielle linéaire homogène du second ordre. Pour ceux qui sont dans le portail maths, physique, chimie de première et deuxième année d'université, vous avez normalement vu ce genre d'équations et leur résolution. Mais je vais le reprendre un peu à ma façon. La première chose à savoir, c'est que pour que ça marche, c'est-à-dire pour que l'on trouve une fonction propre à ce système, il faut que la dérivée seconde régénère la même fonction. Et il s'avère que ce genre de fonction, c'est un ensemble de fonctions qu'on appelle des fonctions pfaffiennes. Alors, c'est un mot récent, hein, c'est Khovansky qui l'a nommé, Pfaff étant Johann Pfaff, qui était le maître de Gauss, qui est un énorme mathématicien, enfin énorme pas en taille, mais en termes de production. Et en fait, toutes les fonctions qui, après dérivation, peuvent s'écrire à partir de la fonction originale, donc ça c'est, comme on a une dérivée seconde dans notre Hamiltonien, ben, nos fonctions solutions sont forcément des fonctions pfaffiennes. Et alors je ne sais pas s'il avait le même humour que moi, mais moi ça me fait toujours rire. Et depuis, en fait, que je sais que ce sont des fonctions pfaffiennes, je comprends pourquoi nous allons employer des solutions de type C exponentielle lambda de x. Quand moi j'avais eu le cours, en fait, on avait dit ben, l'équation différentielle c'est comme ça, on prend ce genre de fonction. Et je trouvais que ça tombait du ciel. Et en réalité, c'est parce que les seules fonctions possibles sont celles qui sont des fonctions pfaffiennes. Et dans les fonctions pfaffiennes, on a principalement des exponentielles ou des trigonométriques. D'ailleurs, on va commencer avec des exponentielles, puis après on va les transformer en trigonométrie. D'où je prends une forme générale. C'est-à-dire, je dis, ben, mes solutions sont de la forme un coefficient exponentiel lambda de x. Je le mets à la place de mon psi de x. Ça veut dire que là, il y avait psi, et j'ai c exponentiel lambda de x, et là, j'ai encore mon psi. Je vais faire la dérivée seconde, et donc ça, c'est pratique. Ça va me faire c qui sort, lambda 2, puisque c'est dérivé deux fois, exponentielle lambda de x. Et là, j'ai c exponentielle lambda de x, donc je factorise par c exponentielle lambda de x, et il me reste une équation qui dépend de lambda plus 2me sur h bar. Or, à partir de là, ni c, c'est parce que si c est nul, toutes nos fonctions sont nulles, donc on n'a pas le droit, et exponentielle lambda de x non plus ne peut pas être nul. Donc ça, c'est notre type de solution, ça ne peut pas être nul. Si cette équation est nulle, c'est à cause de cette équation qu'on appelle l'équation caractéristique. Et donc à partir de là, on a une équation du second degré. Donc on est passé d'une équation différentielle du second ordre à une équation caractéristique du second degré. B2 moins 4AC, et on trouve ici que en fait cette équation n'a comme solution que deux solutions complexes. Hein. Notre déterminant étant négatif, on a des solutions complexes conjuguées. On a deux solutions possibles, lambda 1 et lambda 2. On a i racine de 2me sur h bar et moins i racine de 2me sur h bar. À partir de là, on sait que toutes les fonctions solutions sont des combinaisons linéaires de ces possibilités-là.
C'est-à-dire que si je mélange un peu de ces deux solutions-là, en exponentielle, j'ai toutes les solutions possibles de mon problème. Donc je considère C1, premier coefficient, exponentielle de I racine de 2me sur h bar de x, plus C2, exponentielle de moins I racine de 2me sur h bar de x. Et comme je vous l'ai dit auparavant, il y a des complexes et on va pas garder ça. On va s'affranchir de cette partie-là. Et donc la deuxième étape, donc s'il y a quelque chose vraiment à bien retenir dans le développement mathématique, c'est pas ligne par ligne. D'accord ? En examen, en contrôle continu, il m'arrive de demander quelle est la résolution de l'équation de Schrödinger pour la boîte de potentiel, et je ne vous demande pas de me réécrire toutes ces lignes par cœur, mais de me dire, la première étape, on écrit notre système, puis on va utiliser une forme d'exponentielle, on va aboutir à une équation caractéristique et une forme générale, combinaison linéaire d'exponentielles complexe. En deuxième étape, on va simplifier la forme complexe avec les formules de l'air. Exponentielle i de u, en fait, s'écrit cos de u plus i sinus u, et exponentielle moins i de u, c'est cos u moins i sinus u. Et comme ça, on va en fait s'affranchir des exponentielles pour trouver des combinaisons linéaires de cosinus. C'est-à-dire que là, on va écrire notre exponentielle iu et exponentielle moins iu sous cette forme-là. Donc ça nous donne C1 cosinus lambda de x, plus i, etc. Et à partir de là, lambda étant racine de 2me sur h bar. Donc c'est commun ici, d'accord ? Ce qui veut dire que là, on a C1 cosinus lambda plus I sinus lambda de x. Et là, j'ai C2 lambda de x moins I C2 sinus lambda de x. Je vais factoriser par cosinus lambda de x et sinus lambda de x. Et je vais obtenir C1 plus C2 cosinus lambda de x plus I C1 moins C2 sinus lambda de x. Et je vais considérer que C1 plus C2, je vais le noter A. Et I C1 moins C2, je vais le noter B. Et j'obtiens une forme qui est une combinaison linéaire de cosinus et de sinus. Et à l'intérieur, je n'ai plus de complexe. Hein ? Soyez sans complexe. Étape 3. Pour résoudre cette équation-là, parce que en inconnu, j'ai encore E, A et B. Ça fait trop d'inconnus. Il va nous falloir d'autres conditions. Il va nous falloir d'autres équations pour pouvoir restreindre notre espace de solution. La première condition que nous allons employer, c'est la condition limite. Donc là, si on se souvient que l'électron il est bloqué dans le segment, il ne peut pas dépasser à gauche, il ne peut pas dépasser à droite. D'où, à gauche et à droite, il est à 0. C'est-à-dire que si j'imagine, je sais que comme le potentiel est infini à 0 moins, et que la fonction est nulle, à 0 plus, c'est-à-dire à 0, ma fonction doit être nulle. Ma fonction s'écrit a cosinus racine de 2me sur h bar de x qui est égal à 0, plus b sinus racine de 2me sur h bar de x qui était là à 0, ça c'est égal à 0. Alors, je vous ai remis le cercle trigonométrique. Quand on considère sinus 0, donc on est là, ici, quand on est à 0, le cosinus est égal à 1, le sinus est égal à 0. Donc là, ce terme-là est bien nul, puisque ce sinus-là est égal à 0. Par contre, le cosinus 0 est égal à 1. Pour que tout ça soit égal à 0, il faut que A soit égal à 0. Donc la première condition et limite va en fait nous virer toute la partie cosinus. C'est impossible que notre fonction solution, elle s'écrive sous la forme d'un cosinus, puisqu'il ne commencerait pas par 0. Hop, c'est parti. D'où, là on part de l'autre côté. XA, en A, je suis nul, donc quand j'approche de A, ma fonction doit tomber vers 0. Mon B sinus racine de 2me, cette fois-ci fois A sur h bar, doit être égal à 0.
Alors on pourrait refaire la même chose. Ah ben b c'est égal à 0. Et non, là c'est pas possible. Si a et b sont nuls, ça veut dire que notre fonction d'onde totale est nulle et c'est pas possible. On veut pas une fonction d'onde nulle avec une énergie nulle. On veut les fonctions d'onde qui marchent, qui ont des énergies non nulles. Donc cette fois-ci, c'est le sinus qui doit être égal à 0. Et pour que le sinus soit égal à 0, il faut qu'il soit l'intérieur soit égal à 0, soit pi, soit 2pi, soit 3pi, c'est-à-dire en gros, il faut qu'on soit là ou là. On n'a pas le droit d'être à pi sur 2, parce que notre sinus serait égal à 1. D'accord? Ou 3pi sur 2, qui serait là. Donc là, ici, en fait, on va voir quelque chose qui va dépendre d'un nombre entier. C'est-à-dire que racine de 2me sur h bar fois a, ça doit être égal à un certain nombre de fois pi. On va considérer en fait un nombre entier positif, et là ici, on a donc l'arrivée d'un nombre entier, et ça va être notre nombre quantique. La mécanique quantique n'est pas quantique parce qu'elle est quantique. C'est en appliquant le côté ondulatoire et en regardant notre système pour que je trouve les bonnes fonctions en fonction des limites que je lui impose. Toutes les fonctions ne sont pas possibles et il y en a une certaine infinité, certes, mais qui dépendent de conditions qui s'écrivent sous une dépendance en fonction de nombres. Et ces nombres-là sont nos nombres quantiques. Donc c'est là tout l'intérêt de détailler mathématiquement cet exercice-là, c'est de montrer qu'on n'a pas forcé la quantification de l'énergie, c'est une conséquence du système et de la nature ondulatoire de nos fonctions. D'où, à partir de là, je sais maintenant que racine sur 2me sur h bar de a est égal à npi, je peux donc écrire mon énergie. Donc là ici, je divise par a, je passe au carré, je passe h bar de l'autre côté et 2me de l'autre côté, et je me retrouve avec n pi h bar carré sur 2ma carré. Alors à ce moment-là, vous pourrez peut-être trouver ailleurs une écriture en fonction de h. Hein. Donc là, on remplace h bar par h sur 2pi, d'où on va pouvoir simplifier le pi qui est là. Par contre, on sera à 8 ici. C'est-à-dire qu'on aura n h carré sur 8ma carré. Ce qui est important, c'est que E dépendent de n, avec n minimum 1. On aura n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, mais on n'aura pas n est égal à 1,5. Donc on a déjà une série d'énergies possibles, une série de valeurs propres possibles. On va pouvoir réécrire leurs fonctions d'onde, les fonctions propres, donc qui sont de la forme b, on n'a toujours pas b, sinus racine de 2me sur h bar de x. Je vais écrire en fait ici x multiplié par a divisé par a, et ça me permet ici de retrouver racine de 2me sur h bar fois a, c'est-à-dire la même chose que ça, et ça c'est npi, et donc je peux écrire b est égal à sinus de npi sur a fois x. Notre fonction propre est aussi quantifiée, c'est-à-dire en gros on a une série de fonctions qui dépendent de n. Il nous reste comme étape à trouver b, et pour trouver b il nous faut une nouvelle équation, et on va trouver cette équation en déterminant la condition de normalisation, c'est-à-dire en normant notre fonction. Je vais intégrer ma fonction d'onde dans tout l'espace, et ça doit me donner 1. Alors, dans l'espace des x, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Or, en dessous de 0 et au-dessus de a, notre fonction est nulle. Donc on a juste à intégrer entre 0 et a. Mais la fonction au carré, n'oubliez pas. Donc là, on passe la fonction au carré. Ma fonction, c'est b sinus npi sur a de x. Ça veut dire qu'au carré, ça me fait b2, qui peut sortir de l'intégrale. Et à l'intérieur de l'intégrale, je vais m'occuper de sinus carré de npi de a, npi sur a de x, dx. Alors, l'intégrale d'un sinus carré, c'est un peu embêtant entre guillemets. Nous allons travailler en faisant une intégration par partie. C'est-à-dire qu'on va transformer notre sinus carré en 1 moins cosinus de u. D'accord ? Donc sinus carré de u, c'est
1 moins cosinus de u divisé par 2. Et par contre après, l'intégrale d'un cosinus, ça c'est facile, c'est 1 sur u, sinus de u, entre 0 et 1. D'où j'écris, j'ai divisé par 2, b2 sur 2, intégrale entre 0 et a, de 1 moins cosinus de 2nπ sur a de x, dx, et je vais pouvoir intégrer le 1, qui devient x, et mon cosinus qui devient mon sinus. Or, j'ai remis le cercle trigonométrique. Comme là, c'est un multiple de nπ, d'accord? On est soit à 0, soit à un certain multiple de nπ, et ça veut dire que mon sinus est tout le temps nul. Donc là, ici, que ce soit en 0 ou en a, mon sinus ici est tout le temps nul. Donc mon intégrale, en fait, est égale à 0. Cette partie-là est nulle. Tout dépend de cette partie-là. Dès lors, mon intégrale est égale à a moins 0, ça veut dire a. Ça me fait b2 fois a divisé par 2 est égal à 1, d'où je passe le 2 de l'autre côté, je passe le a de l'autre côté, ça me fait 2 sur a, et je divise, en fait, je fais une racine carrée pour retrouver b, donc b est égal à racine de 2 sur a. Et en fait, b, c'est donc le coefficient de normation ou de normalisation de ma fonction d'onde. Voilà la fin de la résolution de l'équation de Schrödinger pour le puits de potentiel. On a une série de fonctions psi qui dépendent de n, qui sont sous la forme de racine de 2 sur a sinus n pi x sur a, dont l'énergie, qui dépend aussi de n, s'écrit n carré h carré sur 8ma carré. Comprenez bien là le lien, les couples. Pour n est égal à 1, on va avoir psi 1, avec ici n est égal à 1, et E1. C'est-à-dire que quand je vais prendre mon système, mon puits, ma première fonction d'onde avec le n le plus petit, c'est celle qui correspond à E1, et elle s'écrit psi 1. Si je prends n est égal à 2, cette valeur-là, E2, c'est la valeur propre de ma fonction d'onde psi 2. Et il n'y a pas de psi 1,5, et E2 ne correspond pas à psi 1. Donc on a bien des couples de solutions, fonction propre, valeur propre. Alors c'est bien gentil ça, mais ça vaut peut-être le coup qu'on se les représente, pour les avoir un peu en tête. Donc je suis allé vous représenter les solutions du puits. Et pour faire simple, j'ai considéré une taille A de 1. C'est-à-dire que je n'ai pas fait entre 0 et A, mais j'ai fait entre 0 et 1. Donc à partir de là, j'ai remplacé dans E de n et psi de n, A par 1. Donc pour n est égal à 1, j'obtiens 1 au carré, h carré sur 8 fois m. Et il n'y a pas de niveau plus bas. C'est le niveau le plus stable. On dit que c'est l'état fondamental de la particule. Quelle est sa fonction d'onde? Eh bien, on a un sinus qui est nul à 0 et nul à 1, donc qui correspond bien aux limites imposées, et qui monte jusqu'à 1,4, au passage c'est racine de 2, et qui redescend. Et si je fais l'intégrale de ça au carré, ça me donnera 1 sur l'ensemble de ce segment-là. Alors, donc cette fonction d'onde-là, elle a une densité de probabilité, c'est-à-dire, j'ai représenté ici le carré de la fonction d'onde. Les fonctions en cloche comme ça, en règle générale, pour les petites valeurs, le carré est en dessous. Par contre, passer une certaine valeur, ça c'est étant racine de 2, vous voyez bien que passer au carré, c'est 2. Donc, si on devait comparer les deux, ici, ce serait plus petit, puis au bout d'un moment, le carré passe au-dessus et redescend de l'autre côté. Donc, ça, c'est la probabilité de présence de l'électron. Déjà, donc, réfléchissons. Et là, de nouveau, quand je suis en cours, je peux mimer en fait mon électron. L'état fondamental de mon électron, c'est quoi? Eh bien,
si je réimagine qu'il est là en plein milieu, en haut là, il traîne au milieu. La plupart du temps, il est au milieu. Et il est presque jamais, voire jamais, dans les murs. Et donc c'est là où votre prof, c'est-à-dire moi, je me mets contre le mur et je dis, dans un cours, l'état fondamental de votre prof, c'est qu'il est jamais contre le mur. Si votre prof est contre le mur, c'est qu'il n'est pas à son état fondamental. Soit vous lui avez fait faire très peur, ou etc. Mais donc, on va considérer que si le prof se sent bien, il fait court, il se déplace tout le long du segment, il est principalement en plein milieu, parce qu'il y a une forme de symétrie par rapport à la classe. Alors bien sûr, c'est une image, hein, ça dépend de la position du tableau, etc. Mais grosso modo, c'était pour illustrer. Et donc l'électron, il est tranquille au centre. Et il n'est jamais contre les murs. Bien. Deuxième état. Cette fois-ci, on va considérer n est égal à 2. Comme n est égal à 2, cette fois-ci, j'ai 2 au carré, ça me fait 4. H carré sur 8m carré, ça veut dire que mon énergie est 4 fois plus haute. C'est le premier état excité. Et là encore, on voit bien qu'en faisant l'équation de Schrödinger, en résolvant l'équation de Schrödinger, je trouve plein de solutions, mais entre mes solutions, il n'y a rien. J'ai donc des sauts en fait. Je passe de l'état fondamental au premier état excité avec un saut d'énergie qui correspond à un delta E, qui sera un multiple de h nu, etc. Et on peut retrouver là après les interactions avec la lumière, selon Planck, etc. Ma fonction change fortement. Au lieu d'avoir une bosse, j'en ai deux. Je commence positif par exemple, et puis je tombe à 0, ici au milieu, et après je remonte à 0. C'est-à-dire que je continue à respecter mes limites, mais au lieu d'avoir une bosse, j'ai deux bosses, mais en fait j'ai plutôt une bosse et un creux. Quand je considère la densité de probabilité, c'est-à-dire que je passe au carré, ce qui était négatif remonte en positif, je fais 0, maximum, 0, maximum. Et là, ça va être quelque chose d'assez important, c'est que avec l'équation de Schrödinger, j'obtiens non pas une solution, mais une infinité, et ces solutions sont liées les unes entre elles. Et on voit bien que la deuxième solution, le premier état excité, évite notamment le maximum de présence de la première solution. Ce qui veut dire que si je devais rajouter un deuxième électron, et qu'il se plaçait dans ce premier état excité, il essaierait au maximum d'éviter le premier. Donc en fait, nous allons profiter de ça après pour les atomes d'hydrogène, mais quand on résout l'équation de Schrödinger, on travaille déjà sur la physique du système. C'est-à-dire qu'en fonction du système, ils vont se placer sur telle solution, qui sont déjà optimales pour expliquer et minimiser les répulsions entre électrons, etc. Ici, en plein milieu, la fonction passe par 0, donc la probabilité de présence est nulle. Donc il faut imaginer que votre prof, il est soit à gauche, soit à droite, mais jamais au centre. Et c'est là où mon image a une limite. Parce que quand je parle du prof, vous imaginez le point, moi en version ponctuelle. Et à ce moment-là, vous avez du mal à comprendre comment je peux passer à gauche et à droite et jamais être au milieu. Et soit vous imaginez qu'il va très vite, il y reste jamais, en termes de temps, il n'y reste pas. Soit vous imaginez que c'est une couverture électronique, et en fait la couverture électronique a été tirée, et il n'y a plus d'épaisseur au milieu, et il y a deux boudins à gauche et à droite. Peu importe ce que vous représentez, ce qui est important, c'est de prendre en compte le fait que la densité électronique n'est pas uniforme, elle peut être nulle à certains endroits alors qu'on pourrait l'attendre, et que l'électron peut être, ou en tout cas la couverture électronique peut se répartir à plusieurs endroits séparés les uns des autres. Séparés par ici des zones nulles qu'on appelle des zones nodales. Alors, au passage, si vous prenez la version n est égal à 2, mais multiplié par le signe moins 1, c'est-à-dire je commence par le creux et je monte après, ça reviendra exactement à la même solution en densité électronique, et de fait, dans nos états stationnaires, nos fonctions d'onde sont connues au signe près. C'est-à-dire que si vous écrivez moins racine de 2 sur a sinus de n pi x sur a, c'est exactement les mêmes solutions que la version positive. C'est le même état stationnaire, il a la même densité de probabilité.
Troisième solution, le deuxième état excité, donc n est égal à 3, où là, cette fois-ci, notre énergie est 9 fois plus haute que l'énergie fondamentale. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit encore plus de vagues. On fait bosse, creux, bosse. Cette fois-ci, il y a 2 plans nodaux. Ils passent 2 fois par 0. Et plus il y aura de vagues, plus ils montent en énergie. En fait, de manière générale, l'énergie cinétique d'un électron, plus il y aura de vagues dans sa forme, plus il aura d'énergie cinétique. Et plus ta fonction est lisse, plus en fait elle correspondra à un minimum en énergie cinétique. Donc là, cette fois-ci, la troisième fonction, elle a un maximum de présence là où il y a l'électron 1, la première solution, mais il a de fait des minimums ou 0 un peu entre les deux, c'est-à-dire là où il y a encore l'électron 1 et là où il y a de l'électron, la fonction 2, il se retrouve sur des maximums et des minimums à 0. Donc là ici, de nouveau, en fait, notre fonction est le meilleur compromis pour essayer de limiter de possibles répulsions entre électrons. Ce sera quelque chose que l'on mettra après à profit en disant, ben voilà, quand j'aurai plusieurs électrons, je vais reprendre mes solutions à un électron et les adapter. Elles sont déjà de bonne qualité. Voilà. Fonction d'onde, qui peut être positive ou négative. Alors, si vous voulez vous représenter un peu ça, ça peut être... il y a l'image du tambourin aussi. C'est-à-dire que si vous prenez une peau de tambour et que vous la faites vibrer, l'état fondamental c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait la peau elle forme une bosse qui monte et qui descend et qui vibre, ou les premiers états excités ce serait ça. Il y a une dissymétrie dans la peau qui va faire vibrer à différentes fréquences. Alors, pour le petit détail, j'ai obtenu ce genre de graphique en utilisant Python. Donc pour ceux qui veulent après travailler sur la manipulation des données scientifiques, etc., moi je suis sur un Linux pour ma partie de recherche. Et là j'ai un Python 3, mais peu importe la version, ça marche. Hein, un NumPy et un Matplotlib qui va fabriquer les graphiques. Et honnêtement, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, hein, mais c'est vraiment pas dur. En fait, NumPy et Matplotlib sont des librairies Python qui permettent de faire déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fonctions qui sont déjà prédéfinies et dès lors, c'est très facile d'avoir des résultats. Donc là, ici, voici un peu les lignes de code que j'ai utilisées. Hein. On importe les librairies. Donc là, en plus, pour éviter de réécrire NumPy, j'ai importé NumPy as NP. Donc à chaque fois que vous voyez après NP dans les lignes de code, ça veut dire NumPy. Et donc là, je vais aller chercher par exemple la fonction arrange de NumPy. Et pareil pour matplotlib.pyplot que j'ai appelé PLT. Donc ici, la première ligne, c'est que le long de x, en fait, dans mon vecteur x, je vais créer une série de points qui, en gros, ce sont les points de coordonnées. Donc entre 0 et 1, tous les 0, 0, 1. Donc en gros, c'est toute une série où c'est 0, 001, 0002, 0003, etc. jusqu'à 1,001. Puis, j'ai fabriqué après mon racine de 2 sinus n pi x. Et donc là, n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3. Donc ça, c'est ma fonction d'onde. J'ai fait la même en version carré. J'aurais pu la réécrire un peu différemment que ça optimisé, mais vu la facilité du calcul, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que ça prend pas de temps, même si c'est pas optimisé. C'est ça l'avantage de Python maintenant, c'est que les traitements de données, même si le code n'est pas optimisé, vu la puissance de calcul de nos ordinateurs, il le fera. Et donc après, ici, c'est facile. On lui dit, ben, tu charges le plot de la fonction x1 en fonction de x, et tu lui mets le label correspondant, il choisit tout seul les couleurs, il va mettre tout seul les axes, etc. On lui dit, n'oublie pas de mettre ta légende, et d'afficher, et puis vous avez ça qui s'affiche à l'écran. D'accord. Donc là, c'est la version densité, donc ça, c'est plutôt les dernières lignes de code.
Si vous voulez, si vous faites ces lignes-là en ayant lancé un Python, et vous écrivez ça, vous devez obtenir à la fin cette figure-là. Nous terminons la vidéo d'aujourd'hui par une illustration de nos collègues toutetquantique.fr, hein, qui ont fait un très beau travail sur la valorisation, l'expression visuelle de la partie quantique. Hop là. Donc là, il s'agit de la version la boîte de potentiel. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Donc là, ici, vous voyez la première solution et ils alternent sur les différentes solutions. À chaque fois, les limites sont à 0. Donc eux, ils montent à plus qu'un niveau. Donc là, ils vont repasser doucement et ils vont montrer. Donc, première solution, il n'y a qu'une seule bosse. Une bosse, un creux, une bosse, un creux. Deuxième solution, on a vu une bosse et un creux et on alterne. Et là, après, il y a 3, 4 et entre ces niveaux, il n'y a rien. D'accord? Plus on monte en énergie, plus il y a de vagues et de blocs. Voilà. La vidéo est finie pour cette partie-là. La prochaine vidéo, on va travailler sur le potentiel à 2D et 3 dimensions. Et on va donc travailler sur la représentation dans la tête de ce genre de solution. Et ça va être d'une grande utilité pour après comprendre les orbitales atomiques. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à commenter la vidéo et à me faire part de vos remarques. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.